Nous allons vous présenter le cas d'une patiente de 65 ans qui présente comme principaux antécédents une hypertension artérielle et une obésité. Jusqu'à présent, depuis l'âge de 50 ans, tous ses tests hémocultes étaient négatifs. Mais en mars 2022, elle a eu un test FIT positif. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Connaître l'apport de l'intelligence artificielle dans la coloscopie de dépistage. Connaître l'intérêt de la coloscopie en immersion. Revoir les recommandations de surveillance post-polypectomie. Les opérateurs sont le docteur Bazin Camille et le docteur Degan Thibault. Les infirmières sont Mélanie Rouillet et Léa Cellier. Donc on est au bloc opératoire en compagnie donc de Mélanie et Léa, nos infirmières d'endoscopie, le docteur Ramdan et Marie pour l'équipe d'anesthésie. Donc on commence à monter la coloscopie. Ouais, donc pour cette patiente à qui tu dois faire la coloscopie de dépistage, tu choisis une méthode de montée de la coloscopie particulière. J'ai l'impression qu'il est... Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, cette dame, comme dit dans les antécédents, a une obésité. Donc on a décidé, en prévision d'une coloscopie un petit peu difficile, de la monter en immersion. Donc là, on est en instillation continue de liquide pour essayer de monter. Donc on a passé le sigmoïde. Voilà, donc ça nous permet de mieux ouvrir les angles. Exactement. Et puis d'avancer sous contrôle en immersion. Exactement. Avec peut-être en parallèle Mélanie qui va commencer à maintenir le ventre pour se donner le plus de chances d'arriver directement. Donc en montée, on en profite pour aspirer un petit peu également, essayer d'optimiser la préparation. Et donc on en profite pour vous parler donc au cours d'un topo de la coloscopie en immersion. Voilà, donc on vous montre le topo et on vous retrouve dans quelques minutes. Donc présentation de l'intérêt de la coloscopie en immersion. Donc en quoi consiste la coloscopie en immersion? Donc il s'agit d'une technique permettant d'instiller un liquide en permanence dans la lumière colique. Deux techniques sont décrites, la water immersion ou le water exchange. Comme vous le voyez sur le schéma, le water exchange correspond à l'instillation d'eau et à l'aspiration immédiate, ce qui permet d'avoir une coloscopie sans liquide au retrait de l'endoscope. La water immersion permet de monter la coloscopie en instillant de l'eau et en l'aspirant au retrait. Ces deux techniques utilisent la gravité et donc permet une ouverture facilitée des angles à la progression. Les bénéfices de cette technique sont tout d'abord la tolérance, c'est pour ça qu'elle a été développée, notamment aux États-Unis où il y a beaucoup d'examens sans anesthésie ou juste sous sédation. Elle augmente le taux de détection d'adénome de 16%, et principalement pour la technique de water exchange lorsqu'elle est comparée à l'insufflation avec un odds ratio de 2,03 avec un petit p significatif. Elle optimise la préparation vu qu'il y a un rinçage permanent du côlon. L'apprentissage est plus simple avec une progression plus simple, la moindre formation de boucle. Et par contre, le taux d'intubation sécale est similaire, il ne l'augmente pas. Les limites, c'est la continence anale chez certains patients qui ne gardent pas le liquide, la nécessité d'une mobilisation du patient au fur et à mesure pour bénéficier de la gravité, le temps d'examen, qui est selon certaines études pas augmenté, pour d'autres études, comme vous le voyez sur la deuxième ligne pour le water exchange, qui est de 25 minutes pour le water exchange et 18,9 minutes pour l'air. Cette différence est significative, mais représente uniquement à peu près 7 minutes. Donc, pour la pratique quotidienne, ce n'est pas franchement significatif. Un petit mot sur la mucosectomie en immersion. Donc, pourquoi on a développé cette technique? Parce qu'il reste encore 5 à 30% de polypes qui sont de résection incomplète. Donc, comme pour la progression sous l'eau, on instille de l'eau pour permettre de remplacer l'injection sous muqueuse, pour que le polype flotte en zone déclive et que le muscle soit repoussé. Ça permet une augmentation de la résection monobloc et R0 des polypes. Elle diminue la procédure car il n'y a pas le temps d'injection sous muqueuse et ça n'augmente pas le risque de complications. Les polypes éligibles à cette technique sont les polypes coliques de 10 à 20 mm, des lésions très planes ou des LST non granulaires, les lésions appendiculaires et les lésions récidivantes.
Voilà, donc vous voyez que Mélanie a commencé initialement par maintenir le sigmoïde pour éviter que la boucle se forme, puis petit à petit elle suit les mouvements de l'opérateur à la caméra pour voir si l'endoscope répond bien à la montée et si on peut continuer à progresser. Voilà, donc on avance tranquillement. Manifestement, il y a une boucle qui s'est formée, si je ne me trompe pas. Voilà, on va se repositionner. Donc là, on est parti sur une coloscopie sur le dos, ce qui a l'avantage de permettre aux infirmières de pouvoir tenir plus facilement le ventre. On peut tout à fait les réaliser sur le côté, et puis c'est éventuellement ce qu'on fera si on a du mal à avancer ensuite, afin de mobiliser un petit peu et de se retrouver dans d'autres situations. Donc là, j'aspire un petit peu en même temps pour essayer d'optimiser la vue. Hop. Voilà, là on est presque dans le cas du water exchange, où on est en train d'aspirer toute l'eau et les débris afin de réinstiller de l'eau plus claire et d'obtenir in fine une préparation parfaite et une aide à la montée de l'endoscope. Donc l'objectif étant de ne pas insuffler complètement le côlon. On a parfois une vision quand on monte qui est moins précise des segments abordés quand on est en immersion. Malgré tout, ça aide en général à arriver au sécom et surtout à arriver dans une position non bouclée sur ces examens de tests de dépistage qui sont maintenant de plus en plus rentables et où on a de plus en plus de chances de trouver quelque chose à retirer. Donc c'est important d'avoir un endoscope non bouclé à la fin. Donc on a oublié de dire qu'on travaillait aujourd'hui avec un vidéocoloscope Olympus 190. Hop. Voilà, donc là on voit que la manœuvre de débouclage permet quand même d'avancer dans cet angle qui n'était pas évident à obtenir. On aspire tous les débris pour se retrouver dans une vision un petit peu plus claire. Voilà, donc petit à petit au cours de la montée de la coloscopie, on essaye de défaire les boucles, de se retrouver systématiquement en trajet court. Pour défaire les boucles, on a la pression sur le ventre et la rotation horaire ou anti-horaire de l'endoscope qui va nous permettre de défaire la boucle qui s'est créée et de pouvoir monter progressivement. Hop, tiens, pardon. Merci. Voilà, c'est parfois sur ces ventres chez des personnes obèses, c'est un peu difficile de percevoir les boucles et c'est pour ça que les infirmières appuient de manière typique sur les boucles du sigmoïde en particulier et du transverse. Puis parfois de resserrer un petit peu les angles gauche et droit pour permettre d'avancer plus facilement. Voilà, donc là on a une manœuvre de débouclage qui nous permet de bien progresser dans le côlon avec un petit résidu. Vous voyez que la préparation qui est plutôt bien chez cette patiente, hormis quelques résidus, est quand même un atout, même sur ces coloscopies difficiles, pour rester dans la lumière, voir où on va et permettre des débouclages en sécurité. Donc il y a un intérêt à la préparation essentielle pour la détection, mais également pour la réalisation de l'examen, surtout sur ces coloscopies difficiles. Ok, donc on se retrouve avec la patiente qu'on a tournée en décubitus latéral gauche. On a fait attention au point d'appui et on essaye de passer cet angle. Alors c'est plus compliqué pour Mélanie de maintenir le ventre. Néanmoins, parfois, le fait d'avoir changé la position facilite le franchissement de ces boucles difficiles. Donc on est arrivé dans le sécom. On est en train de... Donc on va nettoyer un petit peu.
Voilà, donc maintenant qu'on est arrivé en haut, on va commencer à réinsuffler un peu pour avoir une vision plus complète de la muqueuse. Donc on a toujours cette phase de bulle quand on insuffle dans l'eau. Voilà, donc là on voit un petit polype là qui fait moins de 5 mm. Donc on va peut-être l'enlever et Ouais. puis déclencher l'intelligence artificielle après. Oui, on l'enlève à retire lance ce polype à lance froide. Oui. Tu mettras un piège. Voilà, donc Léa est en train d'installer un piège à polype qui va nous permettre de récupérer juste après le polype pour l'analyse. On n'est pas très inquiet au vu de la taille du polype. Alors vas-y, commence à ouvrir, ça va doucement, voilà. Là tu m'as donné une once de combien? 15. Ok. Tu es ouverte à fond? Ouais, alors Voilà, vas-y, non. ferme, commence à fermer. T'es fermé, je réinsuffle pour voir ce que j'ai. Donc on a le On a polype. l'habitude de prendre cette anse de 15 qui a Olympus de 15 mm qui a l'intérêt d'être à la fois froide et chaude et donc qui nous permet sur des coloscopies de dépistage de retirer l'essentiel des polypes qu'on va retrouver. Donc on va peut-être lancer l'intelligence artificielle donc avec le système Olympus dont on est doté. Donc là, Léa va appuyer, voilà, alors sur le mode, l'autre mode. Donc c'est un C'est un appareil qui a deux modes. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux modes? Oui, alors il y a un mode, comme on l'a vu juste passer là, qui permet de mettre une alerte verte sur la périphérie de la caméra lorsqu'il détecte un polype, ce qui permet à l'opérateur de rester bien attentif et de chercher, on va dire presque par lui-même, voilà, comme on vient de le voir là, le polype. Sinon, on a un deuxième mode où il y a un cadran vert qui s'affiche autour du polype. Lorsqu'il le voit. Donc on va plutôt choisir ce mode-là si tu es d'accord. Voilà, donc là qui s'appelle le mode cible. Donc comme vous le voyez à l'écran qui est actif. Donc on va commencer à descendre la coloscopie comme ça en continuant de nettoyer. Donc là vous voyez il y a eu un petit affichage du cadran sur le résidu mais qui s'est tout de suite enlevé parce que le système a détecté que c'était pas une lésion à retirer. Et que c'était bien un résidu. Donc c'est l'avantage de ce système. Donc quand le cadran vert persiste, c'est qu'il y a une lésion potentiellement à réséquer. Donc là on va s'avancer pour essayer de voir un petit peu. Ça m'a pas l'air... En aspirant un petit peu pour être sûr. Voilà, donc on retrouve cette petite, voilà, ce petit encart à droite. On va insuffler petit à petit, voir si c'est justifié. Voilà, donc finalement, une fois lavé, approché, c'est sur une zone de suçon et il n'y a plus de polypes persistants. Voilà, donc on va reculer tranquillement la coloscopie. L'intelligence artificielle, dans ce cas-là, ça va t'aider plus à la détection, à la caractérisation? Alors notre système là, c'est pour de la détection de polypes. La caractérisation est en cours de développement, mais notre système nous sert pour la détection pour le moment. La caractérisation, c'est des systèmes qui sont en cours de mise en place. Dès que cela sera possible chez Olympus, une mise à jour sera faisable sur notre boîtier et on pourra en bénéficier, on espère, très prochainement. Ce qui permettra, comme on va le voir dans le prochain topo, de limiter certaines résections inutiles, entre guillemets. Voilà, donc on va voir une petite mise au point sur l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et on vous retrouve pour vous montrer cette colo qu'on va descendre progressivement.
Donc l'apport de l'intelligence artificielle dans la coloscopie de dépistage. Donc les objectifs de la coloscopie de dépistage, c'est évidemment de diminuer l'incidence du cancer colorectal en augmentant le taux de détection d'adénome. Cette technique permet de détecter les polypes, mais également d'aider à la caractérisation pour certaines firmes. Je vous ai remis ici les critères de qualité majeure de la coloscopie totale. Donc le but est d'agir sur le taux de détection d'adénome. Il a été prouvé que pour chaque pourcentage de taux de détection d'adénome pris, ça diminue de 3% le risque de cancer colorectal. Donc 3 firmes ont développé un système d'intelligence artificielle pour la détection des polypes dans le côlon, Medtronic, Olympus et Fujifilm. Cela permet une caractérisation en temps réel. Je vous ai mis la dernière étude prospective multicentrique qui a été publiée dans Gut en 2022, qui comparait des endoscopistes non experts, donc avec moins de 2000 coloscopies, avec ou sans l'intelligence artificielle pour des coloscopies de dépistage. Comme vous le voyez, la détection de l'ensemble des adénomes ou des adénomes non avancés était significativement augmentée avec l'intelligence artificielle et c'était également significatif notamment pour les polypes du côlon distal. Si on s'intéresse plus précisément aux caractéristiques des polypes, ça a augmenté le taux de détection des lésions non polypoïdes de moins de 10 mm et toujours du côlon distal. Cette étude a été ensuite poolée avec une étude précédente où les endoscopistes étaient experts au-delà de 2000 coloscopies. Et donc les résultats ont montré que le rôle de l'expérience sur le taux de détection n'était pas significatif et donc l'intelligence artificielle permettait de gommer ce facteur humain. Les avantages sont donc la standardisation des pratiques. Elle atténue le facteur humain, que ce soit l'expérience ou la fatigue de l'opérateur. Elle diminue la courbe d'apprentissage pour les plus jeunes. Elle réduit le coût de l'histopathologie en évitant de réséquer certains polypes qui ne nécessitent pas de résection, et ça notamment grâce à la détection. Et elle s'améliore avec l'utilisation. Les inconvénients, c'est son coût, qui pourra peut-être être acheté dans le cadre de la Ligue contre le cancer, par exemple. En inspirant un peu. Voilà, donc petit à petit... on va descendre tranquillement, ça n'empêche pas et ça ne dispense pas de regarder toutes les zones du côlon, d'avoir un système de ce type-là. Ce qu'on avait pu voir, c'est que... Ah, voilà, donc vous voyez là un exemple de réel polype. On va juste nettoyer bien la zone. On va nettoyer un petit peu. On va reprendre l'anse froide, Léa. Vous voyez que cette fois-ci, le carré, normalement, une fois que l'image sera nette, va persister sur ce petit polype. Voilà. Donc là, on va réinsuffler peut-être un petit peu. Voilà, vous voyez que il y a plusieurs zones qui flashent, il a du mal à fixer son attention. Voilà. Finalement, une fois insufflé, il précise un petit peu son idée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui flashent. Cette fois-ci, c'est pas forcément l'impression qu'on avait eue sur des utilisations précédentes où on avait l'impression que ce système était assez peu intrusif. Donc on va déjà enlever ce petit truc. Voilà, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a surtout un en bas, j'ai l'impression. Donc il y a ici, voilà, ouais. Celui-là est plus convaincant. Donc c'est vraiment des petites choses qu'on met en évidence. On s'y attache parce qu'on est encore du côté droit. Oui, là on doit être à l'angle, je pense. Alors on descend. Voilà, donc on va reprendre la lance froide. Alors, vas-y, ouvre doucement. Voilà. Alors après, la taille de lance, c'est forcément... Voilà, lance, on voit vraiment qu'on a des polypes qui font clairement moins de 5 mm sur une lance de 15. Comment ça fait? Ouais, alors attends, non. Hop, juste un tout petit... Ouais, vas-y. Ferme. Ouais, bon, la on essaye de ne pas prendre avec la totalité de lance. Non. Mais c'est pas grave, on peut... Ok, vas-y, coupe. Je pense qu'on peut dire qu'on est R0. Oui, je pense. Alors, j'ai peut-être respiré ça... Voilà, donc comme on disait, on va le couper le temps de finir de travailler, parce que c'est un... Voilà, on coupe l'intelligence artificielle. On a le même aspect tout à l'heure, avec un minime saignement. Voilà, il suffit en général d'injecter un peu d'eau dessus et... On va se réinsuffler un petit peu. Ça gonfle la sous-muqueuse et ça tarit le saignement. Hop. Voilà.
Donc on recule progressivement en balayant bien toute la Voilà, donc là il avait un petit dépôt. Voilà. Donc il flash très vite hein, sur des dépôts, mais il ne persiste pas normalement. Ah. J'essaie de me rapprocher. Ça c'est vraiment juste un dépôt aussi, voilà, parfait. Voilà, donc on va continuer comme ça la descente jusqu'au bout. Ok, donc on arrive sur la fin de cette coloscopie. Finalement, on a retiré 3 petits polypes à lance froide. Exactement. Donc tu la surveillerais comment? Donc je lui ferai une coloscopie à 5 ans. Bon, sous réserve des résultats anatomopathologiques, mais on n'est pas très inquiet. Donc plutôt une coloscopie à 5 ans. Ce qui va va rebondir sur cette question-là pour vous présenter un topo sur les dernières recommandations de surveillance post-polypectomie. Ouais, donc on va terminer là l'intervention et on va terminer par les nouvelles recommandations actuelles avec la réintroduction du test FIT dans la surveillance. Donc surveillance après polypectomie selon les dernières recommandations du CNPH-AGE et de la SFED 2021. Donc le point important est de commencer par la détermination du niveau de risque de votre patient après polypectomie. Donc les deux grands cadres sont le risque faible et élevé. Dans les risques faibles, vous avez donc les cadres suivants: 1 ou 2 adénomes de moins de 10 mm en dysplasie de Bagrade, 3 ou 4 adénomes de moins de 10 mm en dysplasie de Bagrade ou des polypes festonnés. A l'inverse, le risque élevé est représenté par 5 ou plus d'adénomes, un adénome de plus de 10 mm en dysplasie de haut grade ou un polype festonné de plus de 10 mm ou avec dysplasie. En fonction de votre risque, donc, le patient va pouvoir bénéficier dans le premier cadre d'une consultation de prévention à 5 ans qui décidera par la suite d'une coloscopie à 7 à 10 ans ou d'un test FIT. Pour le deuxième cadre des faibles risques, une coloscopie à 5 ans systématique devra être réalisée, et pour les risques élevés, ça sera une coloscopie à 3 ans. Pour les risques élevés après la coloscopie de 3 ans, si on reste dans un risque élevé, ça sera coloscopie à 3 ans de nouveau. Pour une coloscopie normale ou à faible risque de cancer colorectal, ça sera coloscopie à 5 ans. Et après cette coloscopie-là, le patient pourra rebasculer, s'il reste en risque faible, à une consultation de prévention à 5 ans. Nous allons vous présenter le cas clinique d'une patiente de 42 ans qui présente une maladie de Crohn iléale, sténosante d'emblée, diagnostiquée fin 2020. Cette patiente a été traitée par azathioprine mais sans efficacité. Elle a présenté 2 épisodes occlusifs résolutifs sous corticothérapie et a également bénéficié de 2 perfusions d'infliximab. Elle a été hospitalisée au CHU de Dijon pour un nouveau syndrome occlusif. Elle présentait alors une atteinte iléale très inflammatoire sur une vingtaine de centimètres avec une volumineuse distension d'amont à 48 mm. Il s'agit d'une patiente qui présente une dénutrition sévère avec un IMC à 14. Le syndrome occlusif a été résolutif sous corticothérapie et modulène. Une chirurgie après renutrition a été décidée. Elle a donc bénéficié d'une résection iléocécale emportant 30 cm de grêle avec réalisation d'une iléostomie première devant la dénutrition sévère et l'exposition aux corticoïdes. Un rétablissement de la continuité a été réalisé 2 mois plus tard, après 2 mois de nutrition artificielle, via une anastomose iléocolique latérale. La patiente est alors sortie sans traitement et est actuellement en rémission clinique. Sa calprotectine fécale à 4 mois était normale. Ce jour, nous réalisons la coloscopie d'évaluation. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Connaître les préparations coliques adaptées au MICI. Connaître la classification endoscopique des récidives post-opératoires d'une résection iléocécale sur maladie de Crohn. Connaître l'algorithme décisionnel de traitement médicamenteux post-opératoire. Connaître les indications et modalités de réalisation de dilatation endoscopique de sténose sur maladie de Crohn. Je laisse la main au Dr Michels. Nous
Réalisons donc une coloscopie d'évaluation chez cette jeune patiente opérée d'une maladie de Crohn par résection iléosécale il y a 6 mois pour une maladie sténosante. Cette coloscopie a pour but d'évaluer son risque de récidive post-opératoire et permettre une meilleure prise en charge thérapeutique à long terme. Donc nous en binôme avec Thibaut Degand. Est-ce que vous avez fait une préparation particulière ou pas de préparation du tout? La préparation pour la maladie inflammatoire, pour beaucoup, elle se rapproche des recommandations standards de la Société européenne. Alors déjà, le régime pauvre en fibres, par rapport à ce qu'on faisait dans le passé, il ne peut être fait que pendant une journée, le jour de la préparation intestinale. Hein, et non plus 3 jours, voire 5 jours, comme ça a été fait il y a très longtemps. Ça, sa première modification, il faut que ça rentre un peu dans nos pratiques de faire des régimes pauvres en résidus plus courts. Hein. Bon, la deuxième préconisation, c'est de faire des préparations fractionnées et non plus en un temps, ce qui est le cas. Hein. Donc elle a pris sa purge hier soir et au milieu de la nuit. Et la troisième préconisation pour la préparation intestinale, c'est de rapprocher les dernières prises de préparation de l'heure de la coloscopie. Le début de la préparation doit être fait 5 heures avant la coloscopie et arrêté au plus tard 2 heures avant le début de l'anesthésie. Hein. Donc ça, c'est les préconisations de toute coloscopie aujourd'hui. Hein. Alors est-ce qu'on peut utiliser tous les produits dans les maladies inflammatoires? La Société européenne aujourd'hui, pour les MICI, préconise d'utiliser des PEG. Soit la préparation classique à 4 litres, soit les préparations allégées à 2 litres. Hein. Pourquoi? Parce que les données préliminaires par l'utilisation des préparations sans PEG, comme le PICO par exemple, ont montré sur des populations non atteintes de maladies inflammatoires une fréquence augmentée de lésions aftoïdes et inflammatoires qui peuvent simuler des maladies inflammatoires. Donc ces lésions, elles sont évaluées dans 2 études de grande taille, hein, dont une prospective, à peu près 3,5%, donc 10 fois plus que ce qu'on constate dans ces études avec le PEG. Donc d'où les recommandations de la Société européenne. Hein. Donc quand même, ça pose quelques problèmes parce que ces jeunes patients auront très souvent des coloscopies au cours de leur vie et on risque d'avoir des problèmes d'observance à la coloscopie et à la préparation, parce que ces préparations par PEG sont souvent quand même pas très bien tolérées, d'où la pertinence de se poser la question d'une préparation n'utilisant pas les PEG. C'est ce qui a été fait dans une grosse enquête observationnelle française de 250 patients, hein, managée par nos amis bisontins, et qui a comparé donc les pratiques dans les différents centres en question. Il devait y en avoir une centaine environ. Et on a donc pu comparer les préparations classiques par PEG, les PEG 2 litres et les préparations par PICO. Alors en termes d'efficacité, la moins bonne, c'est les préparations par PEG 4 litres. Et le score de Boston avec les PEG 2 litres et PICO sont satisfaisants, supérieurs à 7 et 7,6 hein, de mémoire. Donc déjà en termes d'efficacité, il n'y a pas de perte d'efficacité en utilisant le PICO ou des PEG 2 litres. Ensuite, en termes de tolérance, là, il n'y a pas photo. Celui qui arrive loin derrière, c'est le PEG 4 litres. Hein. Par contre, faire PEG 2 litres ou PICO, c'est satisfaisant. Et le PICO est celui qui a eu la meilleure acceptabilité si on devait refaire la coloscopie avec
ultérieurement. Donc je pense qu'il y a une place pour utiliser le picot, mais dans des situations où il n'y a pas trop de problèmes d'évaluation de l'activité de la maladie, à mon avis. Donc la place du picot, c'est intéressant pour par exemple, toutes les coloscopies de dépistage. Hein. Alors on voit que la préparation n'a pas été parfaite. Donc là, elle a eu une préparation par PEG de litres, fractionnée avec une prise nocturne qui a dû être arrêtée il y a environ 3 heures, 4 heures maintenant, parce que il est 10 heures, donc on est à 4 heures de la dernière gestion de produit. Bon. Donc là, notre objectif, ça va être de scorer le score de Rutgerz, voilà, qui va nous permettre d'orienter un peu notre stratégie thérapeutique. Et donc, avant de l'analyser en direct avec vous, on va vous faire une petite présentation sur comment on score ce Rutgerz, et puis on vous retrouve juste après. Parlons maintenant de la classification des lésions endoscopiques pour dépistage des lésions de récidive post-opératoire après une résection iléocécale. C'est le score de Rutgerz. Alors pourquoi une classification? Parce que vous voyez que dans cette étude Princeps de Rutgerz, on voit très bien que le pronostic à long terme des maladies opérées est très variable. Ceux qui ont un score endoscopique que je vous préciserai après, peu important, I0 ou I1, n'ont quasiment pas de risque de récidive après 8 ans d'évolution. À l'inverse, des scores élevés I3 ou I4 ont ont un risque de récidive très très élevé, quasiment obligatoire pour les I4 dès la 4e année et de plus de 80% pour les I3. Le score I2 est plus controversé, puisque vous voyez qu'il y a une chance sur 2 en moyenne que les gens aient une récidive clinique dans les 5 ans qui suivent. Alors, à quoi correspond cette classification? Vous la voyez résumée sur la diapositive. Le score I0 correspond à l'absence de lésions endoscopiques. Le score I1 a des lésions aftoïdes en muqueuse saine peu nombreuses, moins de 5. Le stade I2 correspond à des ulcérations aftoïdes multiples supérieures à 5 avec une muqueuse intercalaire normale ou une ulcération isolée de l'anastomose qui fait moins de 1 cm de longueur. Le stade I3 correspond à des lésions inflammatoires diffuses au sein desquelles on voit des lésions aftoïdes diffuses. Et le stade I4 correspond à une iléite diffuse avec des ulcérations plus larges, parfois pseudonodulaires et ou des sténoses. Vous voyez que les stades de mauvais pronostic de I2 à I4 sont retrouvés dans environ 3/4 des patients à 1 an post-opératoire. Donc il est important de faire cette coloscopie entre 6 mois et 1 an pour prédire le pronostic clinique à 5 ans. On va pouvoir faire cette stadification de la maladie iléale post-opératoire à 6 mois. Donc la muqueuse n'est pas inflammatoire, on n'a pas eu de sténose de l'anastomose ni de l'iléon terminal. Donc l'étape suivante, c'est de dépister des aftes et les compter avec un seuil de 5. Ouais, donc on est remonté sur combien de centimètres à peu près là, je suis monté sur une quinzaine de centimètres. Là, il y en a peut-être une petite, là, naissante. Ouais, il y en a une petite là, mais bon, c'est minime. Alors, est-ce que je vais... Ouais. Donc plutôt rien dans l'iléon. Ouais, alors attends. Et sur l'anastomose peut-être. Ouais. Donc ça c'est le moignon. Hein. Oui, alors dans le moignon, il y a un peu plus de... Il y a une petite érosion. Là, il y a un aft. J'en ai vu un tout à l'heure de l'autre côté. Ouais, voilà, il y en a 2. Là, je pense qu'il y en a un autre là. Ouais. 3.
Et puis il y a quand même quelques lésions érosives de l'anastomose en haut-dessus qui sont minimes. Donc on est juste. Alors on est à 4. Hein. Voilà, ouais. Ah, puis là c'est quand même un petit peu inflammatoire. C'est un petit peu inflammatoire. Hein, sur l'anastomose. Voilà, juste au pourtour de il y en a l'anastomose. une là aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une érosion là. Une inflammation de l'anastomose. Mais pas d'atteinte de l'anse iléal d'amont. Ouais. Donc on va continuer à bien laver pour avoir le score le plus précis possible. Ouais, elle a quand même inflammatoire plus sur. large, ouais, c'est quand même, c'est en train de repartir sur l'anastomose quand même. Hein. Ouais, donc l'idée est de bien différencier des lésions qui seraient que vasculaires liées à l'anastomose à des lésions inflammatoires. Et donc de rechercher là, des signes d'inflammation plus importants. Ouais, mais là, il n'y a pas que des lésions d'anastomose. Hein. Il y a quand même une inflammation dans le moignon. Alors ça pose la question pour moi de l'heure de la coloscopie en 2022, parce que on dit entre 6 mois et 1 an. J'ai eu des malades à qui j'ai fait la colo très tôt à 6 mois. Et c'est que si la colo est classée I0 ou I1, il faut quand même consolider le score par une nouvelle coloscopie à 18 mois. Et j'ai des patients qui à 18 mois étaient passés à I3. Hein. Donc la colo précoce, c'est pas toujours très bien. Il faut voir un petit peu, à mon avis, le profil de la maladie avant la chirurgie. Moi, maintenant, je mets de la protectine fécale que je fais à 4 mois, 8 mois. Et si elle est inférieure à 100, je fais la coloscopie à 1 an. Par contre, si la calpro est supérieure à 100, je déclenche la coloscopie immédiatement. Hein, pour optimiser la fiabilité de la coloscopie d'évaluation, pas perdre trop de temps. Dans la reprise du traitement. Voilà. Hein. Donc c'est un I2 que vous orienteriez plutôt vers une I2. Reprise de traitement. Voilà. Donc on va discuter des stratégies de traitement dans un deuxième petit topo où, en fonction des scores de Rutgerz, on va vous montrer un petit algorithme de décision thérapeutique, puis on vous retrouve juste après pour vous dire la décision qu'on prend chez cette patiente. Voyons maintenant l'algorithme décisionnel de traitement post-opératoire après stadification pronostique de Rutgerz. Alors tout d'abord, certains patients devront bénéficier d'un traitement post-opératoire immédiat avant même la coloscopie à 6 mois. Il s'agit des gens qui ont un tabagisme actif, des antécédents de chirurgie intestinale antérieure. Je vous rappelle que environ un tiers des patients déjà opérés seront réopérés une deuxième fois au cours de leur vie. Le troisième critère, c'est un profil fistulisant qui a amené à la chirurgie. Le quatrième, l'existence d'une atteinte anopérinéale associée. Et les deux autres sont anatomopathologiques avec la présence de granulomes sur la pièce de résection chirurgicale et l'existence d'une plexite myantérique. Et dans ces cas, si au moins un facteur est présent, le patient doit avoir un traitement post-opératoire immédiat. Dans le cas de notre patiente, aucun des facteurs était présent et la patiente était blanchie chirurgicalement, donc elle n'a pas eu de traitement post-opératoire. Le traitement post-opératoire, stratifié selon les résultats du score de Rutgerz, a montré son efficacité sur cette grosse étude multicentrique publiée en 2015. Vous voyez que la stratégie basée sur la coloscopie à 6 mois a réduit d'environ un tiers le risque de récidive clinique à 18 mois, passant de 67 à 49%. Alors nous n'avons pas le temps et ce n'est pas le lieu de vous détailler l'algorithme dans tous ces détails, mais globalement, un patient qui est de score I0, I1 faible doit rester à sa strate stratégique actuelle, à savoir pas de traitement ou le traitement actuel. A l'inverse, ceux qui ont un score I3 ou I4 sont de mauvais pronostics et cela doit aboutir à une escalade thérapeutique, souvent
en utilisant les anti-TNF ou en les optimisant si le patient y est déjà. Et le score I2 intermédiaire, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la classification de Rutgerz, est plus controversé puisque son risque de récidive à 5 ans n'est que de 40%. La tendance actuelle est de plutôt traiter ces patients comme un score I3 et I4. On revient donc au bloc opératoire. Je classifie cette récidive post-opératoire au stade 2 de la classification de Rutgerz. Et cette patiente avait donc eu une maladie sténosante avec une distension très importante de son anse d'amont. Donc elle n'avait pas de facteur de risque par ailleurs qui aurait justifié un traitement post-opératoire immédiat. Mais compte tenu de son profil quand même évolutif qui est assez agressif et cette récidive précoce, il faut reprendre un traitement. Vu son passé, je passerai directement aux anti-TNF en combothérapie au départ parce que elle était en échec des traitements précédents et elle n'avait pas eu le temps de bénéficier des anti-TNF, elle était déjà trop sténosante à cette époque, donc je pense que je lui proposerai, comme c'est quand même une deuxième ligne d'anti-TNF par adalimumab, je ferai 6 mois de combothérapie et ensuite probablement la poursuite du traitement par adalimumab en monothérapie à long terme. Hein. D'accord, donc une coloscopie de surveillance qui du coup a été utile pour cette patiente. Voilà, on va la redescendre tranquillement. Alors comme elle avait une forme sténosante, on aurait pu éventuellement retrouver une atteinte sténosante de cette anastomose. Et qu'est-ce qu'on aurait fait dans ces cas-là? Est-ce que vous auriez envisagé un traitement tout de suite? Est-ce qu'on aurait débuté un traitement plutôt inflammatoire, anti-inflammatoire? On a préparé un petit topo là, qui fait le point sur la dilatation endoscopique des sténoses. La dilatation endoscopique va se positionner en alternative avec une chirurgie itérative la plupart du temps. Donc déjà sur le plan technique, je vous rappelle que le patient devra être informé de la réalisation du geste avant la coloscopie, si possible et de préférence sous scopie, pour pouvoir opacifier si besoin la sténose et exclure éventuellement une petite fistule borgne en utilisant un ballonnet si besoin sur fil guide. Le ballonnet de dilatation sera d'un diamètre adapté à la taille du pertuis sténotique de 9 à 20 mm et gonflé à l'eau pendant 1 à 2 minutes. Donnant les résultats essentiels de la dilatation, vous voyez que finalement, sur la colonne de droite, finalement, 44% des patients seront traités efficacement sans nouvelle dilatation et sans chirurgie itérative. Alors, les facteurs prédictifs de succès de la dilatation endoscopique sont résumés sur la diapositive. Il faut déjà, chose importante, que la sténose soit inférieure à 4 cm, qui est la taille maximale admissible avec le ballon. Il faut, si possible, ne pas avoir d'inflammation résiduelle de la maladie avec une CRP basse. Et dans cette étude, le fait de pouvoir passer l'endoscope à travers la sténose à la fin de la procédure est de bon pronostic. Mais en ce qui concerne, je ne la conseille pas systématiquement, ceci pouvant augmenter un peu le risque de la dilatation. Donc finalement, si on compare la place respective de l'endoscopie et la chirurgie, l'endoscopie sera privilégiée en cas de sténose accessible à l'endoscopie, en cas de sténose anastomotique, de sténose unique inférieure à 4 cm et sans complications associées de la maladie de Crohn telles que fistule ou abcès. Tous les autres cas sont plutôt candidats à une chirurgie.